Bonjour à tous. Bienvenue pour cette vidéo de droit des obligations qui s'intitule Les clés pour aborder efficacement les preuves de consultation juridique. Alors, comme vous le savez, la Commission nationale d'examen, instituée par l'arrêté du 17 octobre 2016, a apporté la précision suivante. Pour l'année 2017, l'examen de droit des obligations sera une consultation juridique. Et ce terme de consultation juridique, vous le savez, tranche avec le cas pratique. Le cas pratique est imposé à l'occasion de l'épreuve de spécialité. Donc cette vidéo a pour objet de vous rappeler la méthode du cas pratique et la question de savoir si la consultation juridique présente ou non un particularisme, en tout cas dans sa présentation, par rapport à l'épreuve de cas pratique que vous avez l'habitude d'effectuer à l'université. Alors, présentons tout d'abord l'épreuve de consultation juridique. Comme je vous l'ai dit à l'instant, la consultation juridique est une épreuve qui est proche du cas pratique, mais toutefois qui s'en distingue sur certains points. Pourquoi? Parce que dans une consultation juridique, les données de fait sont souvent désordonnées et incomplètes. Donc c'est à vous de séparer le bon grain de l'ivraie, de sélectionner les faits qui sont pertinents des faits qui ne sont pas pertinents et qui doivent être écartés. Donc premier point de différence. Deuxième point de différence, généralement dans une consultation juridique, les questions posées sont délibérément imprécises. Voire il n'y a pas de questions posées ou alors simplement telle personne vous soumet ces données dans le cadre d'une consultation. Ou alors le fameux quid juris, qu'en pensez-vous? Alors que dans un cas pratique, les questions sont généralement formulées avec davantage de précision et sont parfois numérotées. Donc voilà les quelques points de différence entre le cas pratique et la consultation juridique. À voir après si la commission opérera véritablement une distinction entre ces deux exercices. Mais si l'on cherche à tout prix à trouver une différence entre ces deux exercices, voilà quel peut être le point de différence. Et j'y reviendrai d'ailleurs dans la suite de cette vidéo. Alors, deuxième point, comment rédiger une consultation juridique? Alors là, dans le cadre de cette vidéo, je pars du point suivant, selon lequel finalement l'épreuve de consultation juridique serait un exercice différent du cas pratique. Et ça, vous le verrez à l'énoncé qui vous sera distribué le jour de l'examen. Par exemple, si comme on vient de le dire, il y a énormément de faits, pas de questions précises, et on peut même vous demander de rédiger une consultation juridique en vous adressant directement au client. Donc pour ce faire, effectivement, vous devrez mettre en œuvre la méthode du syllogisme, telle que vous avez l'habitude de le faire dans l'épreuve de cas pratique. Néanmoins, vous vous adresserez directement au client, donc ce qui suppose effectivement de respecter un certain formalisme. Donc on reviendra sur les différentes étapes de la consultation juridique. Alors il y a, je dirais, 5 étapes dans la consultation juridique. Je vous dis qu'il y a 5 étapes. En vérité, ça n'est pas véritablement codifié, mais traditionnellement, lorsque on s'adresse à un consultant ou à un avocat qui vous fournit une consultation juridique, eh bien on retrouve généralement ces 5 parties plus ou moins formalisées. Alors la première partie, c'est l'introduction. La deuxième partie, l'analyse de la difficulté, le raisonnement, la conclusion ou l'opinion, et enfin les conseils pratiques. Alors revenons en détail sur ces différents points. En premier lieu, donc, l'introduction. Et on va le voir, l'introduction de la consultation juridique comporte au moins 3 aspects très différents. Le contexte, les faits et l'énoncé du problème de droit. Alors laissez-moi vous présenter quelques détails, quelques points à développer. Alors, les premières phrases de la consultation juridique doivent indiquer qui est le client, qui est le consultant, c'est-à-dire vous, et dans quelles circonstances la demande est faite. Est-ce qu'il s'agit d'une consultation dans le cadre d'une question de procédure, par exemple sur l'opportunité de faire appel ou de former un pouvoir en cassation? Est-ce qu'il s'agit de l'analyse d'un acte
avant sa signature? Est-ce qu'il s'agit d'une opinion avant d'entamer un procès, etc., etc. Ou est-ce que vous êtes sollicité par l'avocat d'une partie pour l'éclairer sur un point très technique? Ensuite, donc, comme je vous l'ai dit, vous indiquez à qui la consultation est donnée. Monsieur X, Madame Y, à la SCI A, à la SARL B, etc. Donc on indique l'identité du destinataire de la consultation. Ensuite, on va exposer les faits. On va exposer les faits en indiquant si ces faits sont jugés ou pas, ou si ces faits sont rapportés par le client, ou si ces faits sont attestés par des pièces. Et le cas échéant, évidemment, on cite ces pièces. Donc éventuellement un contrat, une lettre, une déclaration administrative. Alors, on doit ensuite exprimer la question du client, c'est-à-dire le problème de droit, la problématique, et cette fois-ci, donc en des termes très juridiques. Donc on énonce un problème de droit comme on le ferait dans le cadre d'un cas pratique, comme on le ferait dans le cadre d'un commentaire d'arrêt, si on devait effectivement dégager un problème de droit. Alors, généralement, mais pas toujours, la question posée par une consultation est la suivante. Avez-vous le droit ou pas de? Avez-vous le droit ou pas de? Et le plan annoncé est une façon de répondre concrètement à ce problème de droit. Avez-vous le droit de ou pas? C'est pas nécessairement comme ça qu'on va toujours le poser, mais en tout cas, généralement, c'est de cette manière. Alors, la première étape, on l'a vu, l'introduction, qui est une phase importante. Ensuite, deuxième étape, l'analyse de la difficulté. L'analyse de la difficulté. Alors, cette étape consiste à dire précisément si la question que vous avez posée est classique ou bien si elle est originale. Est-ce qu'elle est a priori tranchée par la loi ou est-ce qu'elle est déjà jugée? Alors, l'exposé de l'analyse de la difficulté de la question exige de citer les textes et les jurisprudences en cause. Voilà. Donc là, on va analyser globalement, avant de rentrer dans le détail, la difficulté posée par la personne qui a recours à vos services. Alors venons-en maintenant à la troisième étape de cette consultation, le raisonnement juridique. Bien évidemment, c'est le cœur de la consultation. C'est le cœur de la consultation. C'est là où finalement vous retrouvez l'essentiel d'un cas pratique, si on doit raisonner par rapport au cas pratique. Et finalement, c'est véritablement l'analyse juridique. L'analyse juridique qui trouve à s'exprimer dans des développements qui sont le raisonnement de l'auteur de la consultation. Alors cette partie est nécessairement abstraite. Elle est nécessairement abstraite. Elle consiste en un raisonnement articulant les textes de loi et les jurisprudences. Comme je l'ai dit, c'est le cœur de la discussion juridique. C'est ce raisonnement qui va vous permettre de répondre aux problèmes de droit que vous avez dégagés. Alors, parfois, la consultation peut poser plusieurs questions délicates et lourdes à traiter. Et cette partie de raisonnement, évidemment, étant appelée parfois à occuper plusieurs pages, il faudra structurer cette partie raisonnement en un plan apparent. Donc, vous marquez des subdivisions dans votre raisonnement. Par exemple, si on prend la question d'un contrat de bail, ça peut être la question tout d'abord de la titularité du bail, la question ensuite du sens de la clause litigieuse, ça peut être la question de la prescription de l'action. Donc vous pouvez pour une même question finalement dégager différentes étapes et faire apparaître ce plan et les étapes de votre raisonnement juridique qui, rappelons-le, constituent la substance de cette consultation juridique. Alors, quatrième étape, c'est l'étape qu'on appelle la conclusion ou l'opinion. Alors, votre partie raisonnement, finalement, elle est extrêmement juridique, elle est très fouillée, elle est très scientifique. Elle est très scientifique. Et finalement,
il y a certains points, certains arguments qui ont pu échapper aux lecteurs non juristes. Certains points ont pu échapper aux lecteurs non juristes, et c'est la raison pour laquelle vous devez finalement dire en quelques mots si vous estimez que le client est ou non dans son bon droit. A-t-on le droit de ou pas? Eh bien, vous répondez si le client est ou non dans son bon droit. Donc, c'est une partie évidemment importante. Et enfin, la dernière partie s'intitule Conseil pratique. Conseil pratique, alors c'est une partie qui est difficile à alimenter. Pourquoi? Parce qu'elle suppose d'avoir un certain bagage et de maîtriser un peu la pratique. Donc d'avoir pratiqué le droit. Par exemple, si vous concluez à la responsabilité du débiteur, vous allez pouvoir conseiller eh bien le client de réaliser une mise en demeure préalable. Vous allez lui indiquer les formes de cette mise en demeure, les formes qu'elle doit prendre, etc. Vous pouvez effectivement aussi le conseiller sur l'opportunité d'exercer une action en justice, de saisir telle ou telle autorité compétente, de saisir le bâtonnier, de saisir telle administration, etc. Donc là, c'est une partie que généralement vous ne traitez pas dans le cadre d'un cas pratique classique. Vous allez donner des conseils pratiques au client pour faire valoir son droit ou pour consolider son droit ou pour limiter sa responsabilité, etc., etc. Voilà. Donc vous voyez, le cas pratique et la consultation juridique, je dirais, demandent le même effort intellectuel, mais en tout cas dans la forme, dans la présentation, c'est un exercice différent. Et dans le fascicule de méthodologie qui vous est distribué, nous revenons sur les différences entre le cas pratique et la consultation juridique, et notamment nous vous fournissons des exemples de consultation juridique. Alors il n'est pas certain, encore une fois, que le jour de l'examen, on vous demande de rédiger une vraie consultation juridique en vous adressant au client. Si vous adressez au client, vous suivez tout à fait cette forme, mais en tout cas, au moins, vous avez la structure et la méthode de cette consultation juridique, et ça vous servira aussi dans le cadre de votre métier d'avocat. Alors maintenant, quelques conseils. Quelques conseils, qu'on soit dans le cadre d'un cas pratique classique ou d'une consultation juridique, il faut bien évidemment maîtriser le syllogisme juridique. Le syllogisme juridique, c'est évidemment la base du raisonnement du juriste. Donc je vais revenir brièvement dessus. Vous savez bien sûr tous maîtriser le syllogisme juridique. Voilà, simplement on a développé une petite méthode pour vous rappeler un petit peu les différentes étapes du syllogisme. Et cette méthode s'appelle la méthode PFRAC. PFRAC. Alors qu'est-ce que c'est que ce barbarisme PFRAC? Eh bien déjà c'est tout simplement l'acronyme de CRFPA. Donc c'est un moyen mnémotechnique relativement facile de retenir les différentes étapes du syllogisme juridique. Et cette méthode vous invite à traiter tout d'abord le problème juridique, les faits de l'espèce, la règle juridique, l'application de la règle aux faits de l'espèce, et enfin la conclusion de votre démonstration. Voilà, donc je ne développe pas davantage, c'est acquis, et de toute façon il y aura des développements plus substantiels dans le fascicule de méthodologie du cas pratique et de la consultation juridique. Un conseil très important pour l'épreuve de droit des obligations. Un conseil très très important. Vous devez maîtriser parfaitement le droit ancien et le droit nouveau. Ça n'a échappé à personne évidemment. On a eu une très importante ordonnance du 10 février 2016 qui a modifié pas moins de 300 articles du Code civil et donc qui crée un nouveau droit des contrats. Et désormais, on est en présence d'un droit des contrats à deux vitesses, l'ancien droit et le nouveau droit. Mais il faut parfaitement maîtriser l'ordonnance du 10 février 2016 et le droit antérieur. Et je rappelle que la loi ancienne continue à régir les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, même si l'exécution du contrat est postérieure au 1er octobre 2016. Donc il faut très bien maîtriser aussi l'application dans le temps de l'ordonnance du 10 février 2016. Et sur l'application dans le temps de l'ordonnance du 10 février 2016,
Pour savoir tout simplement si vous devez appliquer dans une consultation un cas pratique le droit ancien ou le droit nouveau, vous devez vous référer à l'article 9 de l'ordonnance, qui est ici reproduit. En gros, l'article 9 vous dit que le droit ancien continue à régir les contrats conclus avant le 1er octobre 2016. C'est le principe de survie de la loi ancienne. Le droit nouveau, lui, régit les contrats conclus à partir du 1er octobre 2016. Par exception, il y a quelques actions qu'on appelle des actions interrogatoires, sur lesquelles nous reviendrons en cours. Et bien, ces actions interrogatoires sont applicables dès l'entrée en vigueur de cette réforme, à compter du 1er octobre 2016, même si le contrat a été conclu antérieurement à cette date. Donc il s'agit des actions interrogatoires sur lesquelles nous reviendrons. Alors un point très important de méthode et sur lequel il faut absolument vous exercer, dans le cadre d'un cas pratique ou d'une consultation juridique, il est tout à fait possible que pour une même situation juridique, l'intitulé du sujet vous invite à résoudre la consultation au regard tant de la loi ancienne que de la loi nouvelle. Et cela afin de vérifier que vous maîtrisez les deux régimes. Comment ça se passe concrètement ? Concrètement, vous avez votre énoncé de cas pratique ou de consultation juridique qui vous invite à résoudre le cas pratique sous l'empire du droit ancien. Évidemment, s'agissant d'un contrat conclu antérieurement au 1er octobre 2016. Et voilà ce qui va se passer. On va vous dire à la fin de l'énoncé, à la fin des questions, on va vous dire la solution sera-t-elle la même en se fondant sur l'ordonnance du 1er octobre 2016. Et donc vous devez évidemment envisager de résoudre ce cas pratique sous l'empire du droit ancien et sous l'empire du droit nouveau. Ça, c'est tout à fait une façon désormais classique de vous faire travailler. Un point extrêmement important, un point capital. Dans une copie d'examen, citez toujours l'article 1128 nouveau du Code civil ou l'article 1128 ancien du Code civil. Mais lorsque vous citez un article du Code civil, vous devez préciser la version. Article 1128 ancien, article 1128 nouveau. Puisque bien évidemment, la numérotation a changé, donc il ne se rapporte pas évidemment cette numérotation au même texte. L'article 1128 ancien désigne les biens qui sont dans le commerce juridique. L'article 1128 nouveau désigne désormais les trois conditions de validité du contrat. Donc vous voyez bien qu'il faut préciser de quelle version du texte on parle. Un point important, la responsabilité délictuelle, la responsabilité extra-contractuelle n'a pas été impactée par la réforme. Toutefois, les textes ont été renumérotés. Donc là aussi, ne nous parlez plus de l'article 1382 du Code civil, évoquez désormais l'article 1240 du Code civil. Dernier conseil, là aussi très important, il faut absolument travailler avec une table de concordance. Cette table de concordance vous donne la concordance entre les anciens articles du Code civil et les nouveaux. Donc si vous ne savez plus quel est l'équivalent de l'article 1108 dans la réforme, vous vous reportez à la table de concordance et il vous est indiqué que l'article 1108 est désormais codifié ou en tout cas modifié, régi, donc les conditions de validité du contrat sont désormais régies à l'article 1128 nouveau du Code civil. Donc travaillez avec cette table de concordance, comme je l'indique, elle est votre meilleur allié. Voilà, pour ne pas perdre de temps et ne pas vous mélanger les pinceaux entre les nouveaux, les anciens articles. Alors, dernier point, c'est un peu long, je m'en excuse. Je vous ai mis un exemple de cas pratique. Je vous ai mis un exemple de cas pratique ou de consultation juridique. Alors, c'est un exemple intéressant. Pourquoi ? Je vous laisse en même temps prendre connaissance de cette consultation juridique. C'est un exemple intéressant puisque donc je vous soumets une consultation juridique, je vous soumets des faits. Très rapidement, pour les résumer, on a une personne qui est enseignante à la faculté de Lille, qui quitte son domicile parisien pour se rendre sur son lieu de travail. Et à la suite d'une avarie matérielle, le TGV s'immobilise et s'ensuit une très longue attente, plus de 4 heures de retard.
Et Monsieur B, donc l'enseignant en question, est furieux car il doit annuler son cours. Il a également subi différents préjudices. Préjudice moral lié au stress, à l'énervement, mais également perte de revenus professionnels. Donc il sollicite réparation auprès de la SNCF, puisqu'a priori là on n'est pas dans le cadre d'un cas de force majeure, puisque c'est une avarie matérielle. Et originalité du sujet, on vous dit, pour lui répondre, vous tiendrez compte des conditions générales de la SNCF, dont un extrait est ci-après reproduit. Et voici donc cet extrait des conditions générales de vente de la SNCF reproduit. Là aussi, en fait, ça rappelle pas mal une consultation juridique, puisqu'on s'appuie sur des documents. Et qu'est-ce qu'on voit dans ces conditions générales de vente de la SNCF est stipulé, ou sont stipulées des clauses limitatives de réparation. Sont stipulées des clauses limitatives de réparation qui limitent l'indemnisation à un certain pourcentage du prix du billet en fonction de l'importance du retard. Sauf que là, moi j'ai un problème, c'est-à-dire que mon préjudice, il est nettement supérieur, même à 100% du prix du billet. Et donc la question est de savoir, est-ce que je pourrais obtenir réparation intégrale de ce préjudice? Donc est-ce que je peux obtenir réparation intégrale de ce préjudice? Donc là, vous voyez, ça pose véritablement des difficultés. On sait qu'en droit de la responsabilité extra-contractuelle, on a un principe de réparation intégrale du dommage. Donc les clauses limitatives de réparation sont réputées non écrites, alors qu'en matière contractuelle, vous savez que ces clauses sont valables, mais qu'elles peuvent être privées d'efficacité dans certains cas. Alors imaginons qu'on trouve des moyens pour priver d'efficacité ces clauses limitatives de réparation, et je pense que vous pensez au dispositif consumériste, mais qui ne s'applique pas ici, puisque Monsieur B est professionnel, il se rend sur son lieu de travail. On peut penser évidemment à la jurisprudence Chronopost, on peut penser même évidemment à cet article nouveau du Code civil qui codifie la jurisprudence Chronopost. Reste que même si on arrive à priver d'efficacité la clause limitative de responsabilité, on se heurte désormais à la règle de l'article 1231-3 nouveau du Code civil, qui limite l'indemnisation au préjudice normalement prévisible lors de la conclusion du contrat. Et est-il prévisible lors de la conclusion du contrat pour la SNCF que finalement le voyageur doive se rendre sur son lieu de travail? Ça, la SNCF l'ignore. Donc tout ce cas pratique et tout l'intérêt de ce cas pratique porte justement sur la règle de l'article 1231-3 nouveau du Code civil, et la question de savoir est-ce qu'on peut obtenir réparation du préjudice qui n'est pas prévisible pour le co-contractant lors de la conclusion du contrat. Et là, vous devez savoir qu'il existe différentes façons, notamment la faute lourde ou la faute dolosive. Voilà. Donc je ne reviens pas sur la correction de ce cas pratique, simplement je vous donne quelques pistes d'entraînement, et nous aurons évidemment l'occasion de développer ça ensemble. Mais en tout cas, c'est simplement pour vous montrer quelle forme pourrait revêtir une consultation. Et effectivement, là, vous êtes vraiment, je dirais, dans la peau de l'avocat. Un client vient vous voir, il vous expose ce qui lui est arrivé, et il vous fournit évidemment son billet, les conditions générales de la SNCF, et vous allez essayer de trouver un moyen pour écarter ces clauses limitatives de responsabilité, et pour qu'il puisse obtenir réparation intégrale de son préjudice, donc perte matérielle, préjudice moral et perte de revenus professionnels. Voilà, ben écoutez, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite bon courage, et je vous donne donc rendez-vous à l'occasion d'une prochaine vidéo.